Merci. Oui, Élie a déjà dit beaucoup de choses sur le constat, donc ça me permettra peut-être d'être plus court sur ce point. Trois remarques néanmoins. La première, c'est qu'il faut rappeler fortement que si la France s'est désindustrialisée au cours des 10 dernières années, c'était pas une fatalité, dans la mesure où d'autres pays, notamment, ça vient d'être dit pour l'Europe du Nord, elle ne s'est pas désindustrialisée. Autrement dit, la mondialisation n'entraînait pas nécessairement une désindustrialisation. L'Allemagne maintient sa part d'industrie, enfin de valeur ajoutée industrielle. La Finlande et la Suède ont même gagné un certain nombre de points, et on pourrait ajouter, par exemple, des pays comme l'Autriche. Deux, nous avons effectivement perdu de la compétitivité coût au cours des 10 dernières années, mais on peut aussi analyser la chose différemment. Nous avions un avantage il y a 10 ans. Qu'avons-nous fait de cet avantage? Nous ne l'avons pas transformé. Et notamment, nous ne l'avons pas transformé en un avantage hors prix. Une étude récente du CEPI montre que c'est bien sur le hors prix, c'est-à-dire sur la compétitivité en termes de produits, en termes de gamme, que se joue la compétition internationale, notamment la compétition avec l'Allemagne. Et sur ce point, dans le fond, nous avons perdu des parts de marché. Je pense qu'il y a effectivement, dans la mondialisation, un problème de conception de l'organisation du travail, c'est-à-dire comment on segmente la chaîne de valeur. Et de ce point de vue, la France et l'Allemagne ont des stratégies tout à fait différentes. Nous avons tendance à délocaliser globalement, alors que les Allemands ont plutôt tendance à organiser, y compris d'ailleurs en utilisant l'Europe de l'Est, leur chaîne de valeur, de façon à conserver un certain nombre de pôles chez eux. Et puis, le dernier point, ça vient d'être dit, mais il faut peut-être y insister. Je trouve qu'on parle beaucoup d'entreprises, mais notre sujet, c'est l'industrie. C'est pas les TPE, les entreprises, les petites entreprises, elles sont pas en général dans l'industrie. À 80% ou 90%, c'est du commerce, c'est des services aux personnes. Et dans l'auto-entrepreneur, il y a autant de livreurs de pizza, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises industrielles. Donc il y a un aspect trompeur. Dans le fond, ce qu'on a perdu, c'est une conception de l'industrie. Je reviens sur ce que vient de dire Élie. Je crois qu'on a eu une vision au cours des derniers, on a pensé que l'industrie c'était fini. Que c'était pas ça l'avenir. Le problème, c'est que si on n'a pas une base industrielle, on n'exporte pas et on ne tire pas la recherche-développement. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si on est capable de reconstituer une culture industrielle. Si globalement, au niveau des élites françaises, on est capable de penser que l'industrie a un avenir. Est-ce que on considère que la hiérarchie des rémunérations qui sont offertes aux ingénieurs qui sortent des écoles, est-ce que entre l'industrie et la banque, l'industrie et un certain nombre d'entreprises de services, cette hiérarchie est-elle la bonne? En Allemagne, on est mieux payé quand on va dans l'industrie. En France, on est nettement moins bien payé. Et donc, pourquoi les jeunes qui sortent des écoles se précipiteraient dans l'industrie si on leur offre de meilleures rémunérations quand ils vont en dehors de l'industrie? Et je crois que de ce point de vue, nous avons effectivement un problème majeur en termes de formation. Et je pense que en focalisant trop le débat sur l'université, on a oublié que nous avons un problème pas simplement de dire il y a les grandes écoles, c'est un système à part. Non, le problème des grandes écoles, c'est qu'est-ce que produisent aujourd'hui nos écoles d'ingénieurs? Je sors moi-même d'une école d'ingénieurs, mais qu'est-ce qu'elle fait l'école centrale aujourd'hui? Eh bien, elle fait de moins en moins d'ingénieurs de production et de plus en plus de consultants, d'ingénieurs bancaires qui vont partir dans d'autres secteurs. Vous prenez une école comme Supaéro et vous vous demandez combien d'élèves de Supaéro sont partis dans l'aéronautique. 3. À la dernière promotion, m'a-t-on dit. Donc ça veut dire on ne fabrique plus nos écoles qui sont normalement destinées à fabriquer, à produire, à former des ingénieurs, ne produisent plus aujourd'hui les ingénieurs pour l'entreprise. Question pour l'avenir, brièvement. Quel avenir voulons-nous préparer? Alors, je conçois qu'il y a entre le court et le long terme, mais quel est le long terme?
Est-ce qu'on s'intéresse aux 20 prochaines années ou est-ce qu'on s'intéresse aux 20 années suivantes? Autrement dit, bien sûr qu'il faut reconstruire un tissu compétitif, mais on ne va pas reconstruire le tissu compétitif sur les bases qui nous ont échappé. Aujourd'hui, ce qu'il faut préparer, c'est la génération suivante. Est-ce qu'on entre ou non dans une période, je dirais, de forte mutation au niveau industriel? Si on s'intéresse aux 20 prochaines années, on peut dire, comme Anne Lauvergeon l'a dit au moment du débat sur le nucléaire, moi, je suis tranquille, le nucléaire est encore assuré pour les 20 prochaines années. Oui. Et après? Et après? Est-ce qu'on investit d'ores et déjà pour les 20 années suivantes? On ne pourra pas faire les deux, compte tenu des contraintes budgétaires. Or, qu'est-ce qu'on constate avec le débat qui vient de se dérouler en Allemagne sur la sortie du nucléaire? C'est que dans le fond, bien sûr, l'affaire de Fukushima a joué un rôle important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui un certain nombre de tensions sur les marchés des matières premières, sur le marché de l'énergie. Et ce que le patronat allemand et la chancelière ont compris, c'est qu'il faut changer de modèle industriel. Il faut passer d'un modèle qui était plutôt à haute intensité énergétique et en matières premières, à un modèle qui sera à basse intensité. Et qu'il faut préparer cette mutation. Si on veut reconstruire un avenir industriel dans ce pays, c'est cette projection qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut fixer un cap. Moi, je ne crois pas aux mesures industrielles. On a fait des pôles de compétitivité, on a fait OCO, on peut en faire le bilan. Ça n'a pas changé fondamentalement la face du monde français. L'industrie n'a pas été sauvée par ces mesures. On peut s'interroger sur les charges sociales et sans doute avoir enfin une vraie réforme du financement de la protection sociale. Mais c'est pas ça qui va reconstituer le tissu industriel. C'est pas ça qui va nous repositionner en termes, sur quel secteur on investit. Ce qu'on a besoin, c'est des caps structurants. Et je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui. Je terminerai en disant que on a aussi besoin peut-être de reconstituer un compromis social. Je veux dire, on est très frappé du rapport, on en reparlera sans doute tout à l'heure, du rapport entre les grandes et les sous-traitants. Mais quand on regarde aussi la façon dont on traite le monde salarial dans un certain nombre d'entreprises, on peut également être tout à fait inquiet par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Dans le fond, on ne cherche pas dans ce pays à avoir une cohésion sociale qui entraîne l'ensemble des acteurs économiques qui font la force de l'industrie allemande. Et je crois que c'est un des éléments sur lesquels il nous faut réfléchir. Merci.